Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre le système qu'on a ici, à deux équations, deux inconnues. On sait que Z1 et Z2, c'est des complexes, et dans la première question, on va devoir résoudre le système, autrement dit, trouver les valeurs de Z1 et de Z2. Pour résoudre un système, on a deux solutions. Il y a par substitution ou par combinaison. Moi, je préfère la méthode par combinaison, je trouve qu'elle est bien plus facile. En gros, l'idée, c'est de se dire, on va ajouter plusieurs fois les équations entre elles, de sorte à faire disparaître une des deux inconnues. On se rend compte, par exemple, que si on veut faire disparaître les Z1. Des Z1, on en a I dans la première et moins 1 dans la deuxième. Donc déjà, si on multiplie l'équation 2 par I, on en aura moins I. Et donc, en ajoutant les deux, on aura IZ1 moins IZ1, les Z1 devraient disparaître. Donc normalement, si on fait équation 1 plus I fois équation 2, les Z1 devraient disparaître. On va voir. Donc on a dit équation 1 plus I fois équation 2. Alors, équation 1, donc on va bien le faire à gauche et à droite du égal. D'abord à gauche. Équation 1 à gauche du égal, on a I Z1 moins ZE2 plus, et donc là on va faire IE2. Donc I fois moins Z1, ça fait moins I Z1, et I fois IZ2, ça fait plus I carré, donc moins 1 Z2. On va avoir tout ça, égal. De l'autre côté du égal, donc la première on avait E1 qui reste tel quel, plus I fois E2, donc I racine de 3. Alors, est-ce que les Z1 disparaissent bien? Bah ouais, IZ1 moins IZ1, ils s'en vont. Il nous reste moins Z2, ça fait moins 2 Z2 égale moins 1 plus I racine de 3. Maintenant, pour avoir Z2, ça c'est facile, on va diviser par le moins 2. On va donc trouver Z2 égale moins 1 plus I racine de 3 sur moins 2. Une fois qu'on a une des deux inconnues, on revient au départ, on prend une des deux équations et on remplace l'inconnu qu'on connaît. Alors, imaginons qu'on prenne, c'est peut-être plus simple de prendre l'équation 2, parce qu'il n'y aura pas besoin de diviser par le i pour avoir Z1 tout seul. Donc c'est peut-être plus clair. On va donc avoir moins Z1 plus i fois Z2, qui vaut donc ce truc-là, moins 1 plus i racine de 3 sur moins 2, et tout ça, avec la deuxième, c'était égal à racine de 3. On va donc avoir moins Z1. Si on multiplie partout par i, ça fait donc moins i sur 2. Par contre, non. Moins 1 et moins 2, moins, ça fera plus, donc plus i sur 2. Et à côté, i fois i, ça fait i carré, donc moins 1. Donc on a moins racine de 3 sur moins 2, donc on a plus racine de 3 sur 2. Et le tout égal à racine de 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le moins Z1 de l'autre côté, et le racine de 3 à gauche, et comme ça on aura bien isolé le Z1. On va donc avoir à droite du égal Z1 tout seul, et à gauche, le racine de 3 devient moins racine de 3 ici, plus i sur 2 plus racine de 3 divisé par 2. On va peut-être juste le mettre en forme. Donc notre Z2 il est pas mal. Le Z1 on va le mettre en forme de sorte à bien faire apparaître partie réelle, partie imaginaire. Donc la partie imaginaire ben, c'est i sur 2. Et la partie réelle on va avoir racine de 3 sur 2 moins racine de 3. On aura toute cette partie là. Et pour finir on peut même rassembler ici les parties réelles, l'écrire mieux que ça parce qu'on a le i sur 2. Le racine de 3 à la fin, si on le met au même dénominateur que l'autre, donc sur 2, il devient moins 2 racine de 3 sur 2. On fait x2 en haut et x2 en bas. Et là, racine de 3 sur 2 moins 2 racine de 3 sur 2, x moins 2x, ça fait moins x. Donc finalement, il va nous rester juste i sur 2 moins racine de 3 sur 2. Et comme ça, on obtient un autre nombre complexe sous forme algébrique, qui est la meilleure forme pour travailler pour la suite. Dans la deuxième question, on va devoir déterminer le module et un argument à chaque fois de Z1 et de Z2. Le Z2, j'ai juste transformé un tout petit peu l'écriture. J'ai remonté le moins qu'il y avait devant le 2 au dénominateur, et donc ça change les signes du numérateur. Donc le moins 1 devient plus 1, et le plus i racine de 3 devient moins i racine de 3. Lorsqu'on a un nombre complexe sous la forme a plus ib, donc forme algébrique, ce qu'on a ici, le module, on a une formule. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc là, ça va être assez simple. Module de Z1, ça va être racine carrée de la partie réelle, donc c'est la quantité sans i, on en a moins racine de 3 sur 2, donc ça fait moins racine de 3 sur 2 au carré, plus la partie imaginaire, la quantité de i, on a 1 demi, donc 1 demi au carré. Lorsqu'on a une fraction à une certaine puissance, la puissance va en haut et en bas. Donc là on aura moins racine de 3 au carré, bon au carré le moins disparaît, et racine de 3 au carré ça fait 3. Donc il nous reste 3 sur 2 au carré, donc sur 4. Et à côté, même chose, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4. 3 quarts plus 1 quart ça fait 4 quarts, donc on a racine de 1, et ça vaut 1. Donc le module de Z1, il vaut 1. Pour Z2, on va faire la même chose. On va donc avoir la partie réelle de Z2, c'est 1 demi. Donc on a
1 demi au carré, plus la partie imaginaire, on a moins racine de 3 sur 2. Bon, finalement, c'est un copier-coller de ce qu'il y a au-dessus, sauf que c'est pas dans le même ordre, mais c'est exactement un copier-coller. Donc au final, on va trouver 1 aussi. Donc module de Z1 et module de Z2, les deux font 1. Maintenant, pour trouver un argument, c'est un poil plus compliqué, mais pas tant que ça, il y a deux formules à connaître. Imaginons l'argument, on l'appelle θ. Voilà. θ, c'est l'angle, en fait. Si on fait un repère comme ça, on place un nombre complexe, imaginons ici. Le module, c'est la distance, en fait, jusqu'à l'origine, donc ce truc-là. Là, c'est module de Z. Et un argument, c'est l'angle que ça fait par rapport à l'axe horizontal. Nous, on cherche maintenant un angle par rapport à l'axe horizontal. Deux choses à connaître. Cosinus de θ, donc de l'argument, c'est égal à A, donc la partie réelle, le petit a ici, sur le module. Et sinus de θ est égal à la partie imaginaire, donc B, sur le module. Donc ici, si on cherche, par exemple, pour θ1, on va l'appeler θ1 parce que ça correspond à Z1, donc on va avoir cosinus θ1 qui va être égal la partie réelle de Z1, donc moins racine de 3 sur 2, divisé par le module, mais bon, le module il vaut 1, donc divisé par 1, ça sert à rien. Donc on a juste moins racine de 3 sur 2. Le sinus de θ1, ça va donc être la partie imaginaire, donc i sur 2, donc ça fait 1 demi, divisé par le module qui vaut 1, bon, divisé par 1, même chose, ça sert à rien. Une fois qu'on a ça, bah là, pas le choix, faut penser à la trigo, à ce qu'on sait. Normalement, on est censé savoir que lorsque le cosinus vaut racine de 3 sur 2, ou moins racine de 3 sur 2, on y arrangera un petit peu. Mais lorsque le cos vaut racine de 3 sur 2 et le sinus 1 demi, ça correspond à l'angle pi sur 6. On va juste refaire un petit dessin pour le rappeler. Sur l'axe horizontal, dans le cercle trigo, on a le cos, verticalement, on a le sinus. Là, on a dit le cosinus, alors, pardon, pour pi sur 6, on est là. Le cos, il est très grand, le sinus, il est petit, il vaut 1 demi, et le cos vaut racine de 3 sur 2. Nous, notre sinus vaut bien 1 demi, donc on est bien là. Par contre, le cos, il vaut moins racine de 3 sur 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là, il est complètement en face. Donc il est ici. Et donc, le point qui correspond aux deux valeurs, c'est celui-là. Celui qui est en face, c'est 5 pi sur 6. Donc là, on peut dire que θ1, il vaut 5 pi sur 6. Maintenant, on va faire pareil avec θ2. On va donc avoir cosinus θ2, qui va être égal à la partie réelle de Z2, ça fait 1 demi. Donc on aura 1 demi, divisé par le module, mais le module vaut 1, donc ça fait 1 demi. Et le sinus de θ2, ça fait la partie imaginaire, donc moins racine de 3 sur 2, divisé par le module qui vaut 1 toujours, donc moins racine de 3 sur 2. Même chose que précédemment, à un détail près, cette fois c'est le cos qui vaut 1 demi, et le sinus qui vaut racine de 3 sur 2, donc qui est tout en haut. Ça, on est censé savoir que ça correspond à pi sur 3. Sauf qu'ici, le cos vaut bien 1 demi, donc on est bien là. Par contre, le sinus vaut moins racine de 3 sur 2, donc il est tout en bas. Autrement dit, le point qui correspond à nos deux valeurs, c'est celui-là. Celui qui est en face de pi sur 3, et donc ce qui veut dire que depuis le point de départ, au lieu de prendre 1 pi sur 3 dans le bon sens, on en prend 1 dans le mauvais sens. Donc on va dire θ2 égale moins pi sur 3. Au lieu d'aller vers le haut, on est allé vers le bas. Dans la quatrième question, on va essayer de déterminer le module et un argument de Z1 fois Z2 puissance 2000. Deux options ici. Soit on s'amuse à calculer Z1 fois Z2 puis le mettre à la puissance 2000. Je pense que jusqu'à la fin de votre vie, vous n'avez pas assez de temps pour le faire. Autre option, on utilise les propriétés. Donc déjà pour le module, Z1 fois Z2, le tout puissance 2000, on a une formule qui nous dit que module de Z puissance n, c'est égal à module de Z puissance n. Donc déjà, la puissance, on peut la sortir. Donc il va nous rester à calculer module de Z1 fois module de Z2, et mettre tout ça à la puissance 2000. Mais on a une autre formule qui nous dit que module de Z fois Z', c'est égal à module du premier fois module du deuxième. Donc finalement, là on peut écrire que c'est module de Z1 fois module de Z2. Attention, on met bien des parenthèses parce que la puissance 2000 portait sur tout le résultat. Et donc tout le résultat, on l'a juste séparé en Z1 fois module de Z2 ici. Donc le 2000 porte bien sur tout le monde. Mais ça change pas grand chose, parce que de toute façon, module de Z1, il vaut 1, module de Z2, il vaut 2. Donc dans la parenthèse, on va avoir 1 fois 1, le tout puissance 2000. 1 fois 1 fait 1, donc on a 1 puissance 2000. Et 1 fois 1 fois 1, 2000 fois. Au final, ça fait 1. Maintenant, on va essayer de déterminer un argument, et puis là, à nouveau, on a des propriétés. En plus, l'argument, si vous avez vu le logarithme, en fait, il a les mêmes propriétés. C'est-à-dire que argument d'une quantité à une puissance quelconque, la puissance peut passer devant, donc ça fait n argument de la quantité. Donc déjà, la puissance 2000, on va pouvoir le mettre devant. Ça va nous simplifier la vie. Donc on aura 2000 fois argument de Z1 fois Z2. Mais avec le logarithme, on sait que le logarithme de A fois B
c'est le logarithme du premier plus logarithme du deuxième. Et bien avec l'argument, c'est pareil. Argument de AB, c'est égal à argument de A plus argument de B. Donc là, ça nous fait 2000 multiplié par argument de Z1 plus argument de Z2. Et puis ça tombe bien parce qu'on les connaît, 5pi sur 6 et moins pi sur 3. Donc on va avoir 2000 facteur 2. Pour Z1, ça vaut donc 5pi sur 6. Et pour Z2, ça vaut moins pi sur 3. On va le mettre sur 6 tant qu'on y est pour avoir le même dénominateur. Ça vaut donc moins 2pi sur 6. 5pi sur 6, moins 2pi sur 6. 5 moins 2, ça fait 3. On a donc 3pi sur 6. Et 3pi sur 6, on peut le simplifier en du pi sur 2. Donc ça fait 2000 fois pi sur 2. 2000 et 2, on peut les simplifier, il nous reste 1000 pi. Bon, lorsqu'on a 1000 pi, ça marche très bien comme valeur. Ça serait peut-être plus intéressant de le mettre sous forme de mesure principale, c'est-à-dire la plus petite valeur possible. Parce que 1000 pi, on sait qu'un tour de cercle, c'est 2 pi. Donc quand on est à 1000, on a fait plein de tours de cercle qui servent à rien, puisque quand on fait un tour, on revient au même point. Ici, on n'a même pas besoin de faire une grosse formule très compliquée pour calculer la mesure principale, parce qu'en fait, 1000 pi, on sait que c'est tout simplement multiple de 1 tour, multiple de 2 pi, c'est 2 pi fois 500. Donc on a fait 500 tours complets, mais on part du point de départ, on fait 500 tours complets, on revient au point de départ. Ce qui veut dire que l'argument, c'est 0. Dans la dernière question, on va devoir mettre sous forme algébrique Z1 fois Z2 puissance 2000. Donc sous forme algébrique, c'est-à-dire donner Z1 fois Z2 puissance 2000 égale A plus IB. Et quand on voudra faire ça, après on aura la forme trigo un peu plus tard dans le chapitre, ce sera très simple à faire avec. Là on connaît pas encore. Mais avec ce qu'on a trouvé, on peut faire un petit dessin qui va bien nous aider. On a dit déjà que le module vaut 1. Alors je l'ai effacé, mais le module de Z1 fois Z2 puissance 2000, ça vaut 1. Autrement dit, la distance entre le centre et notre point, c'est 1. Donc en fait, on a un cercle de rayon 1 ici. On a aussi dit que un argument, c'était 0. Autrement dit, l'argument, c'est en fait l'angle par rapport à l'axe horizontal. Mais si ça fait 0, ça veut dire qu'on est sur l'axe horizontal. Donc soit ici, puisque faut aussi que le rayon fasse 1. La distance avec l'origine, ça fasse 1. Mais si je vais à la valeur de gauche, j'ai pas 0 comme angle. J'ai 180 parce que j'ai fait tout ça. Donc forcément, je me situe ici. Ce qui veut dire que la partie imaginaire vaut 0. Donc déjà, notre Z1 fois Z2 puissance 2000, qui doit être sous la forme A plus IB, on sait forcément que le B vaut 0. Donc là, on a plus 0. Et la partie réelle, finalement, on sait que le module vaut 1. Donc la distance depuis l'origine, c'est 1. Forcément, ce truc-là, ça vaut 1. Et donc on obtient la forme algébrique qui est tout simplement 1, c'est un réel. Quand on va faire la forme trigonométrique ensuite, vous verrez que ça marche aussi très très bien, et on pourra prendre un point qui est un peu n'importe où. Là ça marche, c'est fait pour qu'on puisse le trouver avec un dessin, mais après on pourra trouver n'importe quel point et le remettre sous forme algébrique.